On n'a pas une image aussi simple de la relation entre origine sociale, territoire et performance scolaire. Au lieu d'avoir un lien mécanique ou un lien classique ou régulier entre ces trois composantes, on se rend compte que si on prend, comme on l'a montré dans des travaux récents qui ont été menés par le CEREC et l'ADEPE, l'atlas en fait des disparités territoriales, on voit bien qu'il n'y a pas un recouvrement complet entre l'origine sociale, le lieu où on réside, le territoire, et en même temps le niveau de performance scolaire qu'on peut mesurer à travers le taux de réussite aux examens ou la délivrance d'un certain nombre de diplômes. Donc ce lien n'est pas simple, ce lien n'est pas mécanique, et il est intéressant de le travailler en soi, puisque au fond, il est important d'en tenir compte dans une perspective de favoriser finalement la réussite de tous les élèves. Comment arriver à maîtriser ces disparités territoriales pour qu'elles concourent, enfin qu'elles ne soient pas un élément bloquant pour la réussite de tous les élèves à nouveau. Et pour faire cela, vous ouvrez en fait sur une question qui est une interrogation majeure ou profonde finalement, qui est la suivante. C'est comment arriver à jouer sur ces disparités territoriales, qui ne sont pas que des disparités d'origine sociale, hein, comme je disais, c'est plus compliqué, mais comment travailler ces disparités territoriales pour faire en sorte qu'au fond, on arrive à travailler plutôt sur l'équité scolaire, c'est-à-dire l'équité scolaire ne voulant pas dire égalité scolaire au sens égalité dans la distribution des moyens, par exemple alloués à certains territoires, alors, qu'on prenne le département, qu'on prenne les communes, etc. etc. Ce qui est intéressant et important, c'est de travailler en fonction des disparités territoriales observées sur cette relation entre finalement introduire un peu d'inégalité dans la distribution des moyens pour maîtriser au fond une forme d'équité scolaire et pour faire en sorte que cette forme d'inégalité dans l'allocation des moyens conduise finalement à la réussite de tous. Et là, immédiatement, vous voyez, on rentre sur des débats qu'on connaît bien, sur le périmètre de l'éducation prioritaire, sur la manière dont un certain nombre d'actions sociales peuvent être encouragées pour faciliter la scolarisation des enfants, etc., etc. De façon générale, je dirais, on peut raisonner sur deux orientations complémentaires. La première, c'est effectivement de travailler sur des moyens tangibles au sens des efforts dédiés à l'éducation. Ça peut être fait au périmètre évidemment de notre propre action, éducation nationale, mais c'est aussi plus vaste, puisque je pense à tous les efforts de politique sociale, hein, les bourses hein, en destination d'un certain nombre de familles à faible revenu. C'est un élément important pour asseoir au fond une forme d'équité et de favoriser la réussite de tous les élèves. Donc ça englobe, au-delà des actions de l'éducation nationale, et il y a une complémentarité évidente avec la politique sociale. Pour ce qui relève de l'éducation nationale, c'est clair que vous interrogez en premier rang le périmètre de l'éducation prioritaire hein, dans cette relation. Et nous sommes en pleine finalisation d'une refonte de l'éducation prioritaire en introduisant les REP et les REP+. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, cette manière de travailler sur des formes d'équité au bénéfice des élèves et de leur réussite, ça englobe d'abord et avant tout, effectivement, cette réflexion sur le périmètre de l'éducation prioritaire. Ça, c'est un peu, je dirais, du point de vue des moyens, au sens des espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit, puisque, vous le savez, il y a plus de temps dédié à du travail de concertation dans ce périmètre de l'éducation prioritaire. Donc on accepte des formes de traitement du temps scolaire un peu différentes, et ce, au bénéfice d'élèves considérés comme plus défavorisés dans leurs apprentissages. La question est plus large, c'est-à-dire que je crois d'abord et avant tout que c'est pas qu'un problème de moyens strictement, c'est un enjeu d'animation pédagogique. Et cette ambition, elle est d'abord et avant tout portée par l'animation pédagogique des enseignants. Et quand je dis des enseignants, c'est l'enseignant dans sa classe, bien sûr, mais c'est surtout la collégialité éducative dans les structures, que sont soit les écoles, soit les collèges, soit les lycées, collégialité qui est absolument indispensable pour tenir, au fond, un projet d'établissement et, au fond, le déroulé d'un parcours scolaire de qualité pour les jeunes. Donc je crois d'abord et avant tout à ces enjeux d'animation pédagogique qui débordent bien évidemment la question strictement des moyens.